Alors, bonjour à ceux et celles que je vois pour la première fois, rebonjour pour d'autres. Je me présente, donc je m'appelle Stéphane Bini et je vais vous parler de thérapie brève systémique, familiale et familiale. C'est pas mal comme programme. Alors, j'ai rêvé tout à l'heure, parce que j'ai suivi la présentation de Jean-Philippe Vidal, j'ai rêvé que la salle allait se vider et que l'air allait pouvoir rentrer, qu'on allait pouvoir respirer. Et finalement, je suis assez content quand même de voir qu'il y a du monde qui s'intéresse à la thérapie brève systémique, familiale. Il n'y a plus qu'à, donc, commencer. Alors, on parle aujourd'hui, dans le cadre de cette conférence FFHTB, de l'ouverture thérapeutique. Alors, l'ouverture thérapeutique, je l'ai déjà un petit peu dit ce matin, quand on parle de thérapie brève systémique et quand on parle de systémie plus précisément, on est déjà sur une ouverture. Alors du coup, oui, l'ouverture thérapeutique, très bien. Et la systémie est une ouverture. Donc on a deux ouvertures. Ça va être assez simple finalement de faire la rencontre, d'opérer la rencontre justement de cette thématique et de ce travail en systémie. Qu'est-ce que la systémie ? Je vais avoir peut-être à commencer par une expérience. Qui veut se prêter au jeu d'une expérience ? Alors rassurez-vous, hein, c'est... Ok. Je vais vous demander de vous lever et de venir avec moi. Et je vais demander, parce que j'ai besoin d'un accessoire, ça pourrait, ce serait systémique. Mais on va faire autrement. Est-ce que je peux vous emprunter votre foulard ? Merci. Alors, la systémie, c'est assez simple. C'est qu'en fait, si on part du principe systémique, on peut imaginer qu'on évolue dans des systèmes. Alors, il y a des systèmes familiaux, il y a des systèmes sportifs, il y a des systèmes professionnels, il y a des systèmes comme celui-ci, par exemple. Alors, ça peut être une formation, une conférence. À partir du moment où on est dans un système, on va avoir plusieurs éléments. Et ces plusieurs éléments vont interagir entre eux. Le principe donc du système, c'est un travail sur la relation. Alors la consigne est très simple. Je vais vous demander de tenir le foulard. C'est OK ? Ça va, très bien. Vous le tenez ? Vous êtes sûr ? Vous êtes sûre et certaine ? OK. Ça va ? Il est fragile ou... C'est pas... Vous le tenez, hein ? Vraiment ? Ok, d'accord. Vous le tenez bien ? Ça va ? C'est confortable ? C'est confortable ? Ça veut dire que j'ai pas de force. Ça va ? Un tir fort. Ça va toujours ? Oui, c'est confortable ? Très bien. Attends, allez-y. Non, c'est pas confortable, mais bon, c'est... Ah, c'est pas confortable, d'accord. Alors, est-ce que là, ça va mieux ? Est-ce que c'est un petit peu plus confortable ? Ouais. Je vais vous proposer quelque chose. C'est que, à 3, je vais compter jusqu'à 3, on va faire ensemble un pas sur le côté à gauche. 1, 2, 3. Ok. Magie. Ah, vous dites la systémie ? Oui, merci. Merci beaucoup. Je vous invite à vous rasseoir. On ne l'a pas trop abîmé. La systémie, ça pourrait être ça. C'est-à-dire que on s'est retrouvés dans un couple, tous les deux, dans un couple de spectacle, on a fait une prestation. Et dans ce couple, on était en relation. La relation était matérialisée par ce foulard. Alors, avec un foulard, ça parle, mais la plupart du temps, on n'a pas de foulard. On a des liens qui nous unissent, mais on ne sait pas vraiment comment. Alors, il peut y avoir, dans le contexte familial, peut-être, une union, un pacte, un mariage, etc. Ça fait une union, ça fait une relation, et puis il y a d'autres relations qui sont plus informelles. Et donc, quand on est dans cette relation, il y a des règles, mais ces règles peuvent être implicites. Donc on ne sait pas vraiment comment ça fonctionne, on ne sait pas par quoi c'est géré réellement. Mais en tout cas, on se retrouve en relation. Alors, la relation, elle peut parfois être tendue, elle peut être plus souple, elle peut être partagée, et on peut se dire que finalement, on va décider de fonctionner comme on a décidé, alors un petit peu orienté, certes, mais au départ,
on était dans une résistance. Un système, son but, c'est d'être en équilibre. On parle d'homéostasie. Et pour que ce système puisse être en équilibre, pour qu'il puisse exister, il faut que les individus qui composent ce système puissent interagir entre eux. Et pour qu'ils puissent interagir entre eux, les relations vont se mettre en place. On a mis en place notre relation, et en mettant en place notre relation, on s'est rendu compte qu'il y avait une tension. Alors a priori, j'étais seul à forcer. Il faut constater que je parlais de mon coach sportif ce matin, et il faut que je retourne le voir, parce que manifestement, madame est plus forte que moi. C'est pas grave, c'est pas grave. J'apprends, et du coup, je vais m'entraîner pour la prochaine fois. Mais en tout cas, on peut se rendre compte qu'effectivement, il y avait une tension, et que si j'avais opéré cette tension seul, sans la résistance de madame, eh ben, je serais peut-être tombé, ou j'aurais peut-être perdu l'équilibre. Donc en fait, la tension qui opère entre nous, à ce moment-là, nous permet de rester en équilibre. On peut prendre l'image d'une personne qui souhaite faire avancer un âne. Alors ça vous parlera, c'est fictif, il n'y avait absolument rien en lien avec un âne dans cette histoire, mais dans une autre histoire, vous imaginez que vous voulez faire avancer un âne. Et cet âne ne veut pas avancer. Alors un petit peu comme tout à l'heure, on va faire avancer, enfin on va vouloir le faire avancer, on va forcer, et plus on va forcer, plus il va résister. Et plus il va résister, plus on va forcer, et plus on va forcer, plus il va résister, et ainsi de suite. Et on va se rendre compte qu'on en est arrivé à un moment, alors tout à l'heure j'ai vraiment forcé, vous faites de la muscu? Non. Il n'y aurait pas eu cette résistance, j'aurais pu tomber. On essaie de faire avancer l'âne, l'âne ne résiste pas. Si à un moment on coupe la corde, si on coupe cette relation, un déséquilibre va se créer. Donc en fait, on pourrait imaginer que ça fonctionne, que cette relation fonctionne sur la base d'une tension. Elle fonctionne parce qu'on reste en équilibre. La systémie, c'est ça. On est venu à Paris, alors j'imagine qu'il y a des gens qui viennent de loin, pour entendre parler d'une histoire d'un âne et d'une relation entre quelqu'un qui essaie de faire avancer un âne, ça sert strictement à rien, en tout cas pas dans ce contexte-là, mais on pourrait le réduire à ça. C'est simple finalement la systémie, et pourtant c'est assez complexe parce que là, on était deux, on a parlé de cette relation, on a parlé, alors il aurait pu y avoir la résistance du foulard, ça aurait pu être un élastique plutôt, et peut-être que la tension ne se serait pas faite de la même façon. On peut parler du contexte dans lequel on est, on pourrait parler de pesanteur, on pourrait parler de tous les paramètres qui sont dans ce contexte et qui font, ou en tout cas qui agissent sur la nature de cette relation. Encore une fois, la systémie, ce serait donc ça. Ce serait interagir les uns avec les autres. Alors, quand on parle de couple, quand on parle de famille, un couple, c'est un système. Et puis le couple, la famille se crée, ou plutôt s'agrandit avec un enfant, avec peut-être un deuxième ou un troisième enfant, et là on parle du coup d'un système familial. Dans ce système familial, on va du coup complexifier l'histoire, parce que jusque-là on avait une relation avec madame, alors pour les personnes qui ont, ou monsieur, ou madame et madame, monsieur, monsieur, je ne sais plus comment ça fonctionne, mais en tout cas, pour les personnes qui ont vu Jean-Philippe Vidal tout à l'heure, il était question de la typologie de l'énéagramme, et on voyait qu'en fonction des typologies, de ce que font les personnes, ou de ce que jouent les personnes, on a des fonctionnements qui sont différents, on a des relations qui sont différentes. Et là, on est déjà sur un couple avec une façon de fonctionner. On a appris à fonctionner ensemble. Le système fonctionne. Alors fonctionne en dysfonctionnant, parce que on a des personnes qui fonctionnent en conflit. Et ça leur va bien, parce que moi j'ai appris à me prendre la tête. Je ne sais pas faire autrement que me prendre la tête avec les gens qui m'entourent. Peu importe. Vous aurez la possibilité peut-être d'aller voir du côté de l'intégrative ou de l'énéagramme ou d'autres typologies pour savoir pourquoi vous fonctionnez comme ça. Jean-Philippe parlait de l'inné et de l'acquis. Vous avez appris, vous avez fait des apprentissages relationnels. En faisant des apprentissages relationnels, vous apprenez à vous comporter avec les autres et à maintenir une relation. J'avais pas prévu de vous en parler, mais d'un seul coup, ça me vient. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont vu dernièrement un dessin animé qui s'appelle Vice Versa ?
Est-ce que vous voulez venir nous en parler? Non. D'accord. Moi, j'aurais pu la tenter, ça aurait fait passer un petit peu de temps. C'est sympa. Alors, c'est un petit peu... C'est sympa ou pas? Très, ouais. J'étais pas le plus drôle, hein. Moi j'en ai vu d'autres que j'ai trouvé plus fun, mais en tout cas c'est assez instructif. Pour ceux qui l'ont vu et pour ceux qui ne l'ont pas vu, ou plutôt pour ceux qui ne l'ont pas vu, parce que du coup je vais pas vous raconter le pitch, mais un petit peu quand même. Dans ce dessin animé, dans ce film, on a une petite fille qui grandit avec ses émotions. Et en fait ces émotions siègent en haut, il y a une espèce de tour de contrôle, et ces émotions interagissent. Il y a notamment la joie et la tristesse, et la joie veut tout régler. La joie veut que tout se passe bien pour cette petite fille. C'est plutôt sympa, en tout cas l'intention est bonne. Sauf que, en voulant tout contrôler, elle a envie d'évincer la tristesse. Alors une vie sans tristesse, ça pourrait être sympa. Sauf que, dans ce film-là, on se rend compte que la tristesse, elle a un rôle. Et que sa fonction, c'est de faire en sorte que cette petite fille puisse ressentir, notamment la tristesse. Et quand elle ressent la tristesse, il se passe des choses. Et il y a un souvenir en particulier, il y a des personnes qui veulent aller voir, parce que je suis peut-être en train de flinguer un film. Non, vous le verrez peut-être sous un autre angle, ou pas d'ailleurs, parce que... J'arrête? Bon, bah ok, je passe à autre chose. Non. Dans d'atroces souffrances. D'où l'intérêt de la tristesse, c'est qu'elle est triste avant de mourir. Sinon, c'est pas drôle. Il y a un souvenir, et avec ce souvenir, il y a en tout cas à ce souvenir de la joie qui est associée. Et donc la joie est contente de se souvenir de ce souvenir. Enfin, de se souvenir de ce souvenir. Et quand elle se souvient de ce souvenir, elle est en lien avec, effectivement, cette émotion. Sauf que quand on revient un tout petit peu en arrière, on se rend compte que la tristesse a eu un rôle à jouer. Je balance ou je balance pas ce qui se passe? Bon, cette petite fille a fait du hockey, elle a mis un but contre son camp. C'est plutôt triste, parce que du coup, elle a fait perdre son équipe, ça craint. Donc elle est triste, et elle se retrouve assise sur une branche d'arbre, et parce qu'elle est assise sur cette branche d'arbre, il y a ses parents qui viennent la voir et qui la réconfortent. Et en plus de la réconforter à ce moment-là, eh ben, il y a ses camarades, les camarades de son équipe, qui viennent et qui... En fait, je vous raconte rien du film quand je vous raconte ça. Ça n'a rien à voir. Pour ceux qui l'ont vu, franchement, je dévoile pas grand-chose. Et finalement, quand elle a... Une fois qu'elle a été réconfortée, et en fait parce qu'elle a ressenti cette tristesse, il y a ses camarades qui viennent et qui la portent. Et parce qu'ils la portent, et parce qu'ils la soutiennent, et parce qu'ils la rassurent, eh ben elle ressent de la joie. Alors ok, la joie c'est cool, c'est en tout cas le résultat de ce processus. Et juste avant, j'imaginais pas parler de vice-versa aujourd'hui. Je suis désolé, j'avais pas prévu de parler de Disney, on aurait pu parler de choses bien plus sérieuses. Oui, conférence FFH TV quand même, normalement. Enfin, peu importe. Et du coup, la joie, c'est effectivement le résultat de ce processus. Mais avant ça, la tristesse, elle a eu un rôle. Et cette petite fille, elle aurait pu, ou elle pourrait, apprendre, on ne sait pas, peut-être qu'il y aura un vice-versa 2, elle pourrait apprendre par cette expérience que finalement, quand on ressent de la tristesse, on attire la sympathie des autres. Et que c'est plutôt pratique d'être triste. Parce que quand on est triste, les gens s'occupent de nous. Ça se tient, hein. Il y a des gens qui apprécient, d'autres moins. Moi, je suis pas pour, parce que ça m'intéresse pas de ressentir de la tristesse, mais d'un autre côté, si je me mettais à pleurer, ou si je vous disais... Ouais, ce serait triste. Ouais. Ou ce serait plombant, peut-être. Ou pas. Mais en tout cas, si je ressentais quelque chose, et puis... Parce que ce matin, quand je suis venu, j'avais pas prévu mon parapluie. Et quand je suis parti manger, eh ben, il a plu très fort. Et en plus de ça, il y a une voiture qui est passée dans une flaque et qui m'a mouillé. Enfin, c'est le truc atroce. Enfin, que des trucs affreux qui me sont arrivés aujourd'hui. Et parce que tout ça s'est arrivé, soit je peux attirer votre sympathie, soit vous pouvez vous dire « Mais putain, c'est quoi ce guignol, en fait? Pourquoi il nous raconte ça? À quoi il sert ?» Quoi qu'il arrive, parce que j'ai ressenti ça, je peux peut-être
Trouver un moyen d'exister, parce que vous pourriez me plaindre. Dire, oh le pauvre, c'est vrai que ça doit pas être facile d'être venu sans parapluie. Il y a des personnes qui sont venues sans parapluie aujourd'hui. Oui, c'est galère. Hein. Donc on est unis dans la tristesse, ou en tout cas dans... Ouais, enfin, peu importe. On a la possibilité, en systémie, d'utiliser, en fait, de voir qu'une émotion, de voir qu'un comportement va stratégiquement développer ou renforcer une relation. Et on va faire des apprentissages relationnels. Alors, pour ceux qui étaient là ce matin, j'ai parlé un petit peu de mon parcours, je ne vais pas vous raconter toute ma vie parce que je vous ai déjà parlé de vice-versa. J'ai travaillé pendant plusieurs années en crèche, en tant qu'éducateur de jeunes enfants. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une observation dans une crèche, un petit garçon qui s'appelle Lenny qui se retrouve à table. C'est l'heure du repas. Et le petit Lenny, il a son verre d'eau. Et d'un seul coup, il fait « je bois du café ». La personne qui accompagne le repas et qui est avec lui ne répond pas. Il ne se passe rien. Elle est occupée, elle est en train de servir les autres enfants, de réguler ce qui se passe à sa table. Et le repas se passe. Vers la fin du repas, toujours le même verre d'eau, et Lenny prend son verre et il fait « je bois de l'alcool ». Et là, ça vous choque pas? Je tease un petit peu, vous savez. Donc il fait « je bois de l'alcool ». Et là, la personne a fait « non mais c'est pas possible, Lenny, les enfants ne boivent pas d'alcool, toi tu bois pas de l'alcool, on n'a pas le droit, enfin c'est n'importe quoi, c'est pas possible, c'est... » Vous vous doutez que dans son verre d'eau, il y a toujours de l'eau. Ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est de voir la représentation de cette personne. De se dire qu'un enfant ne doit pas boire d'alcool. Je sais pas. En tout cas, pour elle, visiblement, c'est plus grave de boire de l'alcool pour un enfant que de boire du café. Alors il se fait un petit peu bousculer, notre Lenny, parce que du coup, il a juste imaginé qu'il y avait ou du café ou de l'alcool, et qu'en plus, à cet âge-là, parce que quand on est en crèche, là, il a 2 ans et demi, 3 ans, il est juste en train peut-être d'imiter ce que fait papa ou maman à la maison. Et du coup, c'est bien de faire comme les grands, c'est parce que c'est un petit peu comme ça qu'on grandit, hein, c'est en se projetant. Et il raconte cette histoire-là. Moi, je trouve ça plutôt fun, enfin, je trouve ça rigolo à ce moment-là, mais on partage pas cette compréhension du monde à ce moment-là avec cette personne, et du coup, il se fait engueuler. Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? On a parlé un petit peu d'analyse transactionnelle ce matin. Dans l'analyse transactionnelle, on parle de strokes. Il y a des strokes positifs et des strokes négatifs. Un stroke positif, c'est un retour, en fait. C'est-à-dire que soit c'est positif, on vous valorise, on valorise ce que vous faites, c'est bien, soit c'est négatif et on vous dit, effectivement, c'est pas bien. Un stroke, c'est utile. Qu'il soit positif ou qu'il soit négatif, il est utile. Parce qu'en fait, il nous permet d'exister dans la relation. Il s'agit bien de relation, on parle de systémie, on a besoin d'agir, d'interagir avec les autres. Et du coup, comment je fais pour exister? Eh bien, si je bois du café, visiblement, on s'en tape. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de stroke. Il ne se passe rien. Par contre, si je bois de l'alcool, d'un seul coup, je me mets à exister. Ça, c'est plutôt cool. Alors, pas terrible parce que je me fais quand même embrouiller. On me fait la morale, on me dit qu'il ne faut pas boire d'alcool. Alors, je ne comprends pas, j'ai 2 ans et demi, je sais pas, je peux m'émanciper un petit peu. Puis je pense que c'est peut-être le bon moment de faire des expériences. Et en tout cas, je me suis projeté, j'ai fait comme les grands, j'en ai parlé, j'ai fait semblant, même si je ne sais pas vraiment que je fais semblant, parce que tout ça, c'est des concepts qui sont un petit peu abstraits. En tout cas, j'ai fait cette expérience, et ce que j'ai expérimenté là, c'est que pour qu'on puisse s'occuper de moi, il faut que je fasse des bêtises. J'aime bien le terme. Je serais parti sur quelque chose commençant par un C, mais la bêtise, oui. Et du coup, j'apprends. Apprentissage relationnel, pour que les gens s'occupent de moi, pour rentrer en relation avec les gens, eh ben, il faut que je fasse des bêtises. En plus de ça,
j'ai peut-être un papa ou une maman qui a vécu, un papa, parce que là, Lenny, il a un papa qui est un peu comme ça. Son papa, il était un peu comme ça, il faisait un petit peu le con à l'école. Et puis il est un peu fier parce que Lenny, bon, c'est pas terrible. Parce que Lenny, je vous ai pas raconté non plus, mais quand il sortait, parce qu'il y avait un jardin dans cette crèche, quand il sortait, il aimait bien se fumer une clope. Il sortait de la crèche, on va dans le jardin, il fait « Moi, je me fumerais bien une petite clope. » Bon. Alors, comme papa, mais d'un autre côté, il y a un moment, il faut commencer, pour savoir si c'est bien ou pas. C'est rigolo. Enfin, moi, je trouve ça fun, vraiment. Mais les personnes qui accompagnent Lenny, ou en tout cas qui rentrent en relation avec, ne trouvent pas ça drôle. C'est grave quand même. Faut pas fumer, c'est pas bien, c'est mauvais pour la santé. C'était pas une cigarette pour de vrai, hein. C'est pareil, hein. C'est comme l'alcool, c'était pas vraiment de l'alcool. Mais en tout cas, il y a des représentations, on a des croyances qui font que on croit que c'est pas bien, etc. Bon, toujours est-il que ce Lenny, eh ben le papa, quand on lui raconte cette histoire-là, il est un peu fier quand même, parce qu'il se dit, mon Lenny quand même, on est un peu pareil, parce que quand j'étais petit, j'étais moi aussi, j'aimais bien faire ça. Puis d'un autre côté, Lenny, faut pas faire ça, hein, on boit pas de l'alcool. Vous voyez la congruence? Aller dire à un enfant, c'est pas bien ce que tu fais, hein. Bon, peu importe, on s'égare un petit peu. On parle de systémie, hein. Oui. On parle de relations, des relations qui se construisent. En tout cas, dans cette histoire-là, on a des projections du papa ou de la maman, et on croit que parce que on était un peu comme ça quand on était petit, et ben forcément, c'est comment dire, génétique, héréditaire. Donc c'est normal qu'il soit comme ça. On aimerait qu'il soit un petit peu différent, mais d'un autre côté, on est un peu rassuré qu'il soit comme ça. Alors du coup, on projette des choses qu'on va renforcer, et puis cet enfant-là, eh ben, il va apprendre non seulement par l'expérience à faire en sorte qu'on s'occupe de lui en faisant des bêtises, mais en plus de ça, parce que c'est génétique, paraît-il, il va continuer à renforcer tout ça pour être le fils de son père, voire le fils de sa mère, etc. Et je vous parle que de cette histoire, je vous parle pas des maths, je vous parle pas du français, parce que il paraît... Alors on est sur des croyances, mais on s'égare, mais on va revenir. Il paraît que dans la famille, on est tous nuls en maths. C'est peut-être une fiction. Il suffit qu'il y ait, dans un contexte, une expérience malheureuse. C'est peut-être juste un concours de circonstances. Mais parce que ça colle avec notre représentation du monde, eh ben on va se dire, bah oui, de toute façon, il ne pouvait pas faire mieux, hein, et là, il a une sale note en maths. C'était juste un contexte, hein. Il était fatigué, il n'avait pas entendu, il n'avait pas le matériel, enfin, peu importe. Mais du coup, on y croit tous. On se dit, bah oui, mais les chiens ne font pas des chats, et du coup, vu qu'on était tous nuls en maths, eh ben, c'est normal qu'ils soient nuls en maths. Et du coup, eh ben, on est en train de construire tout ce qu'il faut pour que l'enfant puisse grandir et renforcer tout ça. Et donc, dans ces relations, parce qu'on revient un petit peu sur l'apprentissage relationnel, eh ben, il va créer des modes de relation qui répondent à cette carte du monde, à cette représentation du monde. Il y a quelque chose qui se dit, parce que je vous ai parlé de systémie, la systémie, en fait, existe dans les années 50 avec Gregory Bateson, et pas que, avec un monsieur qui s'appelle Paul Václavic et puis plein d'autres. Tous ces gens-là viennent d'univers différents et choisissent de construire quelque chose pour essayer de comprendre le fonctionnement de l'esprit humain. Alors là, on est purement dans l'ouverture. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une façon de faire qui détiendrait la vérité absolue. On se dit, tiens, si j'allais voir... Alors Gregory Bateson est anthropologue. Il va travailler avec des gens qui font des maths. Des mathématiciens d'ailleurs, on dit. Il va avec des personnes qui font de la communication. Alors là, des communications, je ne sais pas, mais en tout cas peut-être des théoriciens Paul Václavic, théoricien de la communication. Il va s'entourer de cybernéticiens, il va s'entourer de psychiatres. Et finalement, ils vont tous ensemble contribuer à la construction du champ théorique de la systémie.
Et dans cette systémie, il y a un présupposé qui est que on construit la réalité qu'ensuite on subit. N'est-ce pas? C'est ça. Il fallait la ressortir, celle-ci. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont peut-être jamais fait de formation chez Synapse. Pas encore. Et puis il y en a d'autres, il y a d'autres personnes avec qui on s'est déjà croisé, et peut-être que ce présupposé-là parle. Donc on construit la réalité qu'ensuite on subit. Ça vous dit quelque chose ou pas du tout? D'accord, bon, bah c'est très bien. On peut s'arrêter là. Merci. Non, je ne sais pas du tout quelle heure il est, mais... Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir vous dire maintenant? La fin de... bah non. Non, quand même, je vais vous en laisser un petit peu. Donc, la réalité, donc, c'est quelque chose, c'est en fait une construction de l'esprit. Parce que j'aime bien le côté un peu gourou, animateur, ou pas du tout d'ailleurs. Mais imaginez qu'on commence à se poser la question de qui est-on, que fait-on ici, qu'est-ce qui se passe? Un martien qui passe, ou un extraterrestre, j'en sais rien, peut-être même une personne, un individu lambda qui passe de l'autre côté, s'arrête et prend le temps de regarder ce qui se passe ici. Qu'est-ce qu'il pourrait se dire? Comment? Ah oui, c'est vrai qu'on est un petit peu nombreux. La densité, là, au mètre carré, elle est pas mal. On pourrait dire qu'effectivement, on se met des limites. On pourrait dire que, vous le savez, c'est une formation... Enfin, c'est pas une formation, c'est une conférence. Moment de conférence, un moment de partage. Et puis, une personne complètement extérieure pourrait se dire, tiens, il y a un gourou, et puis il y a des adeptes qui viennent et qui bougent la tête comme ça. Ou pas d'ailleurs, d'autres qui écarquillent les yeux et qui se disent, non, c'est pas possible, pas de gourou. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là, en fait? En fonction de notre cadre de référence, on ne va pas attribuer la même valeur, on ne va pas avoir la même perception de cette réalité-là. Vous allez pouvoir vous dire, à la fin de cette intervention-là, franchement, la systémie, c'est mortel, j'ai trop envie d'en faire. Non! Ou alors vous allez vous dire, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc, en fait? Alors, il y a des personnes, peut-être, qui me connaissent un petit peu et qui pourraient se dire, non, mais Stéphane, c'est un mec sérieux, hein, rassurez-vous, en formation, ça se passe pas du tout comme ça. La systémie, c'est hyper intéressant, ou au contraire, la systémie, on n'a pas vraiment compris ce que c'était, ça parle de Disney, de vice-versa, de Lenny qui boit de l'alcool alors qu'il a même pas 3 ans, enfin, n'importe quoi. C'est un petit peu tout ça qu'on pourrait se dire, et puis finalement, on pourrait juste comprendre le concept et se dire que finalement, quand on parle d'ouverture thérapeutique, l'intérêt de la systémie, c'est de se dire que, en fait, on n'est pas sur du bien, du mal, on n'a pas de notion manichéenne, on n'est pas là pour se dire... alors vous pourriez vous le dire, vous avez le droit évidemment, est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien? Je sais pas. Est-ce que ça fonctionne? A priori, la caméra, oui. On sait que elle fonctionne, la caméra, le micro aussi, enfin on verra après. Et on peut se poser la question de est-ce que ça fonctionne? Cette relation qu'on a eue tout à l'heure, qui était un petit peu tendue, qui était un petit peu musclée, a fonctionné. Est-ce que c'était bien, est-ce que c'était pas bien? C'était courageux, merci d'être venu. Parce que d'où je trouve que c'est vraiment pas confortable. Donc merci d'avoir partagé ce moment, c'est un vrai soutien. C'est vrai. Peu importe savoir si c'était bien, si c'était pas bien, ça a fonctionné. Moi, ça m'a permis de vous donner un exemple sur ce qu'est concrètement la systémie. Mais la systémie, c'est bien plus vaste que ça. La systémie, ça se joue au niveau de vos couples, ça se joue au niveau de votre famille, ça se joue au niveau de votre boulot. Alors, tout à l'heure, Jean-Philippe Vidal en parlait, de ces différentes façons de fonctionner ensemble. Il y a un truc qu'on aime bien dire en systémie, c'est que parfois ça fonctionne même quand ça ne fonctionne pas. Ou plutôt c'est parce que ça ne fonctionne pas que ça fonctionne. Encore une fois, on peut avoir quelque chose d'inconfortable dans une relation, mais ce qui est inconfortable,
nous permet de rester en équilibre. Et finalement, ça marche. Alors, je vais prendre un risque. Je l'aime bien celle-ci, et peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Un moyen de parler de systémie, ça c'est mon soit parfait en fait, c'est mon driver soit parfait parce que du coup il n'était pas bien fermé. Voilà, là non plus il n'est toujours pas bien fermé, peu importe. On a ici, vous connaissez peut-être un petit peu l'analyse transactionnelle. Alors, c'est de l'analyse transactionnelle, c'est pas vraiment de la systémie. Et pourtant, en fait, je vais vous raconter une dernière petite histoire, il me reste quelques minutes. Une dernière petite histoire qui parle d'un triangle qu'on appelle le triangle dramatique en analyse transactionnelle. Dans ce triangle dramatique, on a ici un persécuteur. On a ici une victime et on a ici un sauveteur. Ou un sauveur, ça dépend. Maintenant, on va parler... Tu la connais, Lou, ou pas ? On va parler de Bobby. Parce que... On va parler de Pamela. Et on va parler de Brenda. Alors, pour vous donner un petit peu l'histoire, il y a peut-être des personnes qui vont avoir des références en lien avec Bobby et Pamela. Bobby est le mari de Pamela. Jusque-là, on est à peu près cohérent par rapport à une fiction d'un autre temps. Et ceux qui connaissent cette fiction commencent à se dire que le temps passe. C'est l'éclectisme. L'éclectisme, je m'adapte à mon public. J'ai vu que vice-versa, c'est... Bon, pardon. On s'égare. Donc on a Bobby, on a Pamela, et puis vu que j'avais personne d'autre, je me suis dit, tiens, je vais prendre Brenda, parce qu'il y a peut-être une génération entre les deux, entre vice-versa et Dallas, qui connaît Beverly Hills, je crois que c'était Beverly Hills, peu importe. Donc Bobby est le mari de Pamela. Pamela est la sœur de Brenda. On pose le décor. Alors, je vais vous parler d'une amie qui m'a parlé de Bobby, de Pamela et de Brenda. Mais je les ai déjà rencontrés malgré tout, mais on va rester sur le fait qu'il y a un intermédiaire quand même. Et un jour, cette amie vient me voir en me disant « Tu sais pas quoi ?» Bah non, je sais pas quoi, comme souvent, quand on pose cette question. Bobby, il a battu Pamela. Alors ça devient un petit peu plus grave. Parce qu'on commence à parler de quelque chose d'assez dramatique. Bobby a battu Pamela. Pamela a appelé sa sœur pour lui dire ce que Bobby lui avait fait. Alors évidemment, sa sœur, ni une ni deux, lui dit « Tu peux pas rester avec ce salaud, tu te rends compte, viens à la maison, de toute façon, je viens te chercher. » Ok. Brenda va chercher Pamela. Brenda ramène Pamela à la maison. Et une fois Pamela à la maison, on commence à discuter de ce que Bobby a fait. Et Pamela explique à Brenda, mais tu peux pas comprendre. Moi, je l'aime. Et puis, tu sais pas ce qu'il a vécu, puis tu connais pas notre histoire, et puis patata. Oui, mais quand même, c'est un salaud, puis machin, etc. Je vais en parler, parce qu'en fait, il y a un autre frère, mais je connais pas le nom, c'est pas grave. Donc on va rester juste quand même entre... bah oui, Brandon, bah oui. Et du coup, Pamela s'embrouille avec Brenda, et retourne voir Bobby. Alors on a un triangle dramatique ici, est-ce que vous avez une idée de qui est qui ? Persécuteur ? Ça tourne, ouais. Brenda ? Oui. À la base ? À la base, ça dépend du point de vue, on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et peut-être... Non, si ça se trouve, Brenda a persécuté Bobby, et Bobby s'est défendu. Alors du coup, qui est persécuteur ? C'est pas drôle, hein, ouais, quand même, parce que on est dans un contexte thérapeutique, et puis c'est des choses qui arrivent. C'est ça. Du coup, Swellen, qui est en fait la mère de Lenny, qui boit de l'alcool, on remet les morceaux ensemble. Et... Donc, on a
Bobby qui, effectivement, à un moment, peut être un persécuteur. Et on a Pamela qui, à un moment, peut être une victime. Et puis on a Brenda qui sauve sa sœur, rien de plus normal. Mais en sauvant sa sœur, elle devient le persécuteur de Bobby. Alors du coup, qu'est-ce qu'elle fait, Pamela ? Eh ben, elle devient le sauveteur de Bobby, qui au départ était son persécuteur. Et on se rend compte qu'en fait, là, on est dans un beau jeu systémique où, finalement, ce qui compte, c'est les relations entre ces gens-là. Qui ils sont, on voit bien que c'est même pas stable, parce que Bobby, il peut même pas être un persécuteur tranquillement. À un moment, il se fait victimiser par Pamela. C'est quand même le monde à l'envers. Donc, la question, à ce moment-là, elle est de savoir quel est le problème relationnel. Quand on fait de la systémie, on se pose la question, non pas de qui a la responsabilité, ou la culpabilité, ou la faute. Vous avez tiré fort quand même, hein ? Ah ouais, c'est de votre faute. Ah bah, vous avez tiré fort quand même. Ça pourrait être sa faute. Mais ça aurait aussi pu être la mienne, parce que j'aurais pu décider de lâcher à un moment. Il faut être con pour tirer pour rien. En plus, c'était quoi cette histoire ? Enfin, c'était n'importe quoi. Mais en tout cas, la systémie nous dit que le problème, c'est votre prénom ? Naïma. Naïma, elle n'a pas de problème. Peut-être que moi non plus. Mais ça reste à démontrer. On pourrait imaginer qu'isolément, on n'a pas de problème. Par contre, dans cette relation, il y a eu de la tension, et parce qu'il y a eu de la tension, il y avait un problème. Mais le problème, il est relationnel. Ce que nous enseigne la systémie, c'est qu'en fait, on est sur des problèmes relationnels. Et que la question est de savoir comment je vais pouvoir me comporter pour agir sur la relation, afin que cette relation change, et que du coup, le problème devienne autre chose. D'accord, ok, j'entends ce que tu dis. Voilà pour la systémie. Après, une fois qu'on a compris ce qu'était la systémie, on n'a plus qu'à utiliser tout ça dans la thérapie de couple, dans la thérapie familiale, et on va se rendre compte que finalement, c'est pas cet enfant-là qui a un problème, mais que cet enfant-là est le symptôme de ce système. Qu'en fait, c'est le patient désigné. J'ai une personne la semaine dernière qui m'appelle pour me dire que son fils de 12 ans a un problème. Et quand elle commence à me raconter le problème, son papa est décédé à l'âge de... alors que lui avait 2 ans. La maman est restée seule avec cet enfant pendant 8 ans, puis elle a rencontré quelqu'un, et puis ils se sont mis ensemble. Ce quelqu'un avait déjà 2 enfants, et depuis 6 mois, elle est l'heureuse maman d'un petit garçon. Le système a changé. Et dans ce contexte-là, cet enfant, il a des problèmes. En fait, il est le problème, à ce moment-là, quand la dame m'appelle. Alors, j'aime bien préserver les enfants. Dans ma pratique, c'est un choix. Et j'aime bien recevoir les parents pour discuter avec eux de ce qui se passe, du système dans lequel interagissent l'enfant, les parents, etc. On se rencontre, et quand on commence à discuter, finalement, elle me raconte que ça fait un petit moment que ça ne va pas avec son nouveau conjoint. Ça va pas, mais bon. Puis on continue à creuser un petit peu, et puis à la fin, elle me dit « Oui, de toute façon, j'ai pris rendez-vous avec mon avocat. » Avec une belle croyance sous-jacente qui est que, de toute façon, quand les parents ne vont pas bien, les enfants ne vont pas bien. Alors, cet enfant, sur un plan systémique, on peut le recevoir. Et on peut se dire, oui, envoyez-moi votre enfant, et puis je vais voir ce qu'il a qui ne va pas. Et ce qu'il a qui ne va pas, c'est que c'est lui qui est désigné comme étant le problème de ce système-là, de ce système familial. Alors on va lui épargner ça, et puis on va voir comment on peut agir sur ce système. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, madame, avec les responsabilités que vous avez dans votre couple, dans votre relation éducative avec votre enfant, et une fois qu'on aura travaillé là-dessus, on verra s'il est vraiment toujours utile que je rencontre votre enfant ou pas. La systémie familiale, c'est ça.
C'est une jeune fille qui, je sais pas, 13-14 ans, se retrouve dans un système familial qui est au bord de l'explosion, et des parents qui vont se séparer. Alors peut-être que vous avez déjà entendu ce type d'histoire-là, des parents qui vont se séparer, et parce que les parents vont se séparer, et que c'est peut-être important pour cet enfant de continuer à grandir avec ses parents. Alors évidemment, hein, ça se fait à un niveau inconscient. On ne choisit pas, on se dit, bah tiens, je vais tomber malade. Et bien cette jeune fille, elle développe des troubles du comportement alimentaire. Et parce qu'elle développe des troubles du comportement alimentaire, et ben les parents se disent, bon, on va peut-être pas se séparer tout de suite, quoi. On va rester encore quelques années, ou enfin, je ne sais pas si on va rester quelques années, mais on va attendre que la petite aille mieux. Si on attend que la petite aille mieux, et que la petite inconsciemment souhaite que le système reste tel qu'il est, encore une fois, elle n'a pas décidé, elle se dit pas, tiens, comment je pourrais faire pour garder papa et maman avec moi? Oh, anorexie. Non, ça ne marche pas comme ça. Mais par contre, il y a peut-être des croyances en lien avec ces troubles-là. Et parce qu'il y a des croyances en lien avec ces troubles-là, et ben, quand j'active le levier trouble du comportement alimentaire, ça cristallise l'attention, ça focalise l'attention des parents. Et là, du coup, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose et hop, la musique. Et du coup, ça a une fonction. Le symptôme, à ce moment-là, le trouble du comportement alimentaire, a une fonction dans le système. Grâce au trouble du comportement alimentaire, cette famille continue à vivre ensemble. Et tout le monde est heureux. Presque. On est d'accord que c'est pas vrai, hein. Non. Le système continue à exister. Il y a un bénéfice secondaire. Le bénéfice secondaire, c'est que le système reste en homéostasie, c'est-à-dire en équilibre. Et vu que c'est le but d'un système, eh ben ça marche. D'où ce que je vous disais tout à l'heure, d'où le fait que ça peut fonctionner quand ça dysfonctionne. Quoi qu'il arrive, quoi que vous fassiez à l'intérieur de votre système, ce comportement, ou même si on parle là d'un trouble, d'une maladie ou autre, ça a une fonction. Donc ça nourrit quelque chose d'autre, et il y a un bénéfice secondaire, c'est que le système reste intact. C'est-à-dire ? Alors attention, parce que j'ai pas dit qu'il fallait ne rien changer. À ce moment-là, il est important de pouvoir travailler avec cette jeune fille sur un plan familial et de se dire que ce problème ne lui appartient pas. Elle a juste, elle, développé le symptôme. Et qu'il sera nécessaire de faire un travail pour qu'elle puisse accepter peut-être que ses parents se séparent et qu'on peut être heureux quand ses parents se séparent. Bien sûr. On peut travailler avec les parents, on peut travailler avec l'enfant, on peut travailler avec les trois. Le but de ce travail-là, ça va être justement de faire en sorte que ce symptôme disparaisse et que l'équilibre perdure ou pas d'ailleurs. Parce que moi, j'ai pas, que ce soit dans le couple ou que ce soit dans la famille, j'ai pas d'action dans le couple. Hein. Je reçois des couples, honnêtement, ça marche tant mieux, ça marche pas tant mieux. Enfin, moi, je sais pas. Si on part du principe qu'un couple doit rester uni pour la vie, parce que c'est pour le meilleur ou pour le pire, eh ben, on va commencer à projeter sa carte du monde sur la carte des autres. Et du coup, on va commencer à alimenter le problème. Donc, le but, c'est de savoir ce dont les individus ont besoin et comment ils peuvent l'obtenir autrement. Donc après, on va avoir des systèmes qui s'entretiennent et qui vont définir de nouvelles règles de fonctionnement, ou alors on va avoir des systèmes qui se cassent pour recréer d'autres systèmes ailleurs, ou pas. Donc je dis évidemment pas qu'il faut laisser cette jeune fille avec ses troubles du comportement alimentaire. Le seul truc, c'est que si on traite, et c'est bien là tout l'intérêt des thérapies familiales, en l'occurrence systémiques familiales, c'est que, en fait, si on traite cette jeune fille isolément, il est possible qu'on mette des coups d'épée dans l'eau. Parce que le problème, il est ailleurs. On pourrait l'éduquer, on pourrait faire de l'éducation alimentaire et dire tu devrais manger comme ci, comme ça, etc. Ok, super. Elle a certainement les capacités pour le faire, sauf que ce que ça nourrit derrière à un niveau inconscient, on ne l'a pas traité. Ah bah, ça peut être une stratégie, oui, complètement.
On peut, bien sûr, on peut aller le travailler. Ça sous-entend qu'on a, dans le cadre de l'anamnèse et du recueil d'informations, on a perçu qu'il y avait un problème au niveau familial. Et que, quand on lui demande à quoi sert, pas aussi cash, quoique en PNL on peut le faire, à quoi sert le symptôme, à quoi ça sert d'avoir ce trouble du comportement, qu'est-ce que ça nourrit, sans faire de vilain jeu de mots. Désolé. À quoi ça sert en fait? Quelle fonction ça remplit? Si elle constate, elle se rend compte que depuis qu'elle a ces troubles-là, et ben entre papa et maman ça va mieux, et que finalement elle pourrait faire en sorte, ou on pourrait trouver un moyen que ça aille mieux entre papa et maman sans avoir ça, et du coup en changeant et la croyance et le comportement, super, on y va, bingo. Mais du coup ça sous-entend qu'on a posé suffisamment de questions, qu'on a fait un travail sur l'aspect systémique pour savoir justement à quoi ça servait dans le système, qui est plus vaste. On sort de la dimension individuelle. On agit avec l'individu, certes, mais on le remet dans un contexte et on voit, c'est par rapport aux relations que cet individu a avec les autres membres de son système qu'on va évaluer à quoi sert ce symptôme potentiel. Avez-vous d'autres questions ? On est sur des thérapies brèves. Alors, quand on parle, entendons-nous bien, quand on parle de thérapie brève, on parle effectivement, exactement, de 1 à 15 séances par rapport à une problématique. Il peut y avoir quelque chose qui se règle en 2 ou 3 séances, et puis 6 mois plus tard, la personne revient avec autre chose qui va peut-être demander un travail de 10 ou 15 séances. Donc logiquement, pour une problématique, on ne va pas au-delà de 15. Alors, après, c'est des moyennes, hein. 15 séances sur une problématique. Il faut rentabiliser, oui, c'est vrai. Est-ce le moment de se libérer mutuellement? De vous souhaiter un bon week-end du samedi soir? Si c'est le cas, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne soirée.